Bonjour et bienvenue sur le territoire de Montfort Communauté, à 6 km d'Iffinlic. Nous sommes au cœur de Brocéliande. Nous allons visiter le site de Boutavant, qui est en fait le château des seigneurs de Montfort et qui a été érigé au début du XIIIe siècle. Nous avons avec nous aujourd'hui, pour nous guider lors de cette balade médiévale, André Cor du CERAPAR, donc du Centre de recherche archéologique du Pays de Rennes, qui a sondé, qui a étudié le site. Bonjour André. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous dresser le portrait de ce paysage? Le site du château de Boutavant se trouve sur un éperon rocheux à une altitude de 99 mètres. Il est entre deux vallées. La vallée de l'étang de Boutavant, qui est 17 mètres plus bas, et la vallée d'un petit ruisseau qui coule en contrebas de la partie est. Est-ce que nous avons des écrits qui attestent en fait de l'existence de ce château de Boutavant? Le premier écrit qui atteste de l'existence du château de Boutavant est un acte de 1213. Auparavant, les érudits anciens pensent qu'en 1198, les seigneurs de Montfort ont quitté leur château de la ville de Montfort pour venir s'installer ici à Boutavant. Ils l'avaient quitté parce qu'il avait été détruit en fait. Effectivement, le château de Montfort a été détruit en 1198 par Alain de Dinan. À la suite de la demande de Montfort Communauté et du service régional de l'archéologie, l'association le CERAPAR a effectué deux campagnes de sondage. Une en 2015 et une en 2017. Dès la première campagne de 2015, le sondage archéologique a donné pas mal de résultats. Donc nous avons commencé à découvrir une tour de flanquement. On voit ici un premier mur, un arrachement de premier mur sur le mur d'enceinte qu'on appelle mur de courtine. Et ici on a un deuxième mur de cette tour carrée. À cet endroit-ci, les sondages ont montré qu'il y avait un troisième mur. Donc on a une tour carrée qui est plaquée contre le mur d'enceinte. Cette tour carrée est une tour défensive. On peut imaginer sa hauteur à 5-6 mètres et elle devait posséder des meurtrières, éléments de défense. Une chose interpelle quand on voit ces restes de murailles, c'est qu'à première vue, nous n'avons aucune trace de mortier, mais au contraire, vraiment de la présence de la terre qui soutiendrait l'ensemble de la muraille. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Habituellement, les châteaux défensifs sont construits avec des pierres et du mortier pour assembler les pierres. Ici, c'est un cas un peu particulier, puisque l'assemblage entre les pierres se fait tout simplement avec de la terre. On peut penser qu'il y avait un chemin de ronde au-dessus de ce mur, et la particularité, c'est quand même l'épaisseur du mur. Le mur fait quand même 1,50 m. Donc le fait de ne pas mettre de mortier impose de construire des murs plus larges. Nous avons deux types d'ouvertures. Des ouvertures à ébrasement qui correspondent probablement à d'anciennes meurtrières et une ouverture plus classique qui peut correspondre à une porte poterne. Cette porte poterne a été bouchée par des pierres. Donc, ce sont des indices qui montrent qu'on a eu une transformation de ce mur. Le mur a été bouché partiellement. Pourquoi? Parce qu'on a eu de l'autre côté de ce mur un bâtiment qui a été construit dans une deuxième phase. Et ces meurtrières et cette porte poterne ont été transformées en fentes de jour. Ce sont tout simplement des ouvertures pour éclairer l'intérieur du bâtiment. L'emplacement de la porte d'entrée du château est resté pendant très longtemps un mystère. Et lorsque vous l'avez découverte, ça a été une surprise. Lors des sondages de 2015, nous avons découvert effectivement l'entrée du château à cet endroit. Nous pensions que l'entrée se trouvait au milieu d'un mur d'enceinte. C'est généralement le cas sur ce type de château. Ici, à Boutavant, l'entrée est dans un angle. L'entrée se présente sous la forme d'une tour-porte. Une tour-porte, comme son nom l'indique, a une double fonction.
une porte d'entrée et une tour de défense. C'était une entrée charretière, une entrée qui faisait environ 2,50 m de largeur, où passaient les charrettes. Une tour était fermée par une porte en bois, une porte double, et nous avions probablement une herse. Lors des sondages, nous n'avons pas détecté de fossé à cet endroit. Il n'y avait donc probablement pas de pont-levis. On imagine cette porte qui s'ouvre à nous et nous pénétrons donc dans la basse-cour. Entrons. Nous voici dans la basse-cour du château et d'emblée on est surpris quand même de la superficie que représente cette plateforme. Cette basse-cour fait 4300 mètres carrés. Oui, ce qui n'est pas rien. C'est important pour une basse-cour. Dans cette basse-cour, il faut imaginer des bâtiments plaqués contre le mur d'enceinte. On en a encore d'ailleurs des restes qui apparaissent, des vallonnements en tout cas du terrain. Voilà, les talus que nous avons devant nous sont les restes de murs. Les sondages archéologiques permettent de mettre en évidence les murs qui sont sous ces talus de terre. Donc qui dit mur dit habitation, artisanat peut-être. Qu'est-ce qui se passait ici dans cette basse-cour? C'était la vie du château. Dans cette basse-cour, on avait des artisans, on pouvait avoir des tisserands, on avait des forgerons, on avait aussi de l'habitat. On avait également probablement une chapelle, un four, un logis. Un logis où vivait le seigneur. D'accord. Et vous avez découvert des choses, des indices en fait qui corroborent ces hypothèses sur le site? Alors, des céramiques ont été découvertes, qui ont d'ailleurs permis d'émettre des hypothèses de datation. Des éléments de fer ont été découverts, comme des fers à cheval, qui indiquent qu'on avait des chevaux à l'intérieur de cette basse-cour, qu'on avait un forgeron qui travaillait le fer. De découvert également beaucoup d'éléments de construction de ces bâtiments. Des briques, des ardoises, évidemment des pierres. D'accord. Et les objets que vous avez découverts ont pu être datés, identifiés. On est certain qu'ils datent bien de cette période-là? Les éléments de céramique sont des éléments importants pour la datation de sites archéologiques. Les céramiques qui ont été découvertes ici sont dans une fourchette qui varie entre la fin du XIIe siècle et le début du XVIe siècle. La fin du XIIe, parce que tout à l'heure on parlait justement d'un château qui aurait pu être construit dans la première partie du XIIIe siècle. Là on serait peut-être un petit peu plus tôt dans le temps? Effectivement, les céramiques les plus anciennes qui ont été datées sont probablement antérieures au début du XIIIe siècle, ce qui prouverait que le château a été construit un petit peu avant cette période. Ici, on est de l'autre côté de la muraille par rapport à tout à l'heure, on est donc à l'intérieur de la basse-cour. Il semblerait qu'on soit dans une pièce, en tout cas les restes d'une pièce, parce que nous avons des traces d'enduit qui apparaissent en fait sur le parement du mur de façon assez aléatoire. Cet enduit, à ne pas confondre avec du mortier, le mortier c'est pour assembler les pierres, ici c'est un plaquage en fait, c'est un plaquage de mur. Donc nous sommes probablement dans une pièce relativement importante, avec des murs qui étaient enduits. De terre et de chaux. Il peut s'agir de la aula du château. C'est peut-être ici que le seigneur recevait ses invités et traitait tout ce qui concerne l'économie du château. Nous avons ici une meurtrière. Cette meurtrière, c'est donc un élément défensif. C'est ici que l'archer se mettait pour tirer sur l'assaillant. Cette meurtrière a été restaurée. L'ouverture extérieure était généralement plus étroite que ce qu'on voit ici. On ne connaît pas ici le type de voûte qui pouvait exister sur cette meurtrière. C'est peut-être un linteau en pierre ou en bois, ou une voûte en pierre. Et il y en a eu d'autres de découvertes comme ça le long de la muraille? Alors sur cette muraille, 3 meurtrières ont été découvertes. Certaines ont été rebouchées lors de la construction de bâtiments ultérieurs. Donc là nous quittons en fait la basse-cour, on nous rentre vers la haute-cour, et entre les deux on a un fossé qui, on peut le voir,
est assez important, assez profond. Le rôle de ce fossé, c'est de séparer la basse-cour de la haute-cour. Et par le fait de protéger les personnes qui se réfugiaient dans la haute-cour en cas de conflit. On avait certainement un pont-levis. Donc il fallait bien sûr accéder de la basse-cour à la haute-cour, mais il fallait aussi pouvoir interrompre ce passage. Donc ici, il faut envisager la présence d'un pont-levis et lié à une passerelle qui était fixe et un pont-levis amovible. Bien, ben André, je vous propose de traverser la passerelle, de passer le pont-levis et puis nous allons pénétrer dans la haute cour. Nous voici donc dans la haute cour. C'est un endroit relativement restreint quand même par rapport à la basse cour qui elle est beaucoup plus importante. On a quand même le sentiment d'être ici dans un endroit relativement protégé, protecteur en tout cas. Cette haute cour ne fait que 500 mètres carrés. Si on compare avec la basse cour qui fait 4300 mètres carrés, c'est effectivement beaucoup plus réduit. On avait une petite enceinte à cet endroit. Cette enceinte en pierre est construite sur un talus en terre. Contrairement aux murs de la basse-cour qui sont construits sur l'affleurement rocheux. C'est une construction fragile, donc pour pallier à cette fragilité, il a été installé de gros contreforts qui soutiennent ces murs qui devaient monter quand même à une certaine hauteur à cet endroit. On peut parler de donjon ici? Alors, pour l'instant, les vestiges que nous voyons ne sont pas flagrants. Toutefois, les hautes cours étaient généralement équipées d'un donjon, d'une tour maîtresse. Nous avons derrière nous, ici, dans cet endroit, une partie qui est plus élevée. On peut penser que le donjon était construit à cet endroit. Pourquoi on peut dire cela? Parce que en contrebas, ici nous sommes vraiment sur une hauteur, l'étang de Boutavant qui est derrière nous se situe 17 mètres plus bas. Donc on peut penser que ce donjon était construit à cet endroit parce que en contrebas il y a un cône d'éboulis, un cône important d'éboulis avec de nombreuses pierres. On peut penser qu'à cet endroit-là il y avait une construction importante. Devant nous, on a vraiment de grosses élévations qui peuvent correspondre à l'emplacement de bâtiments. Là-bas, nous avons un mur qui est un probable mur interne d'un bâtiment plaqué contre la courtine. Dans ces bâtiments, on pouvait conserver des choses précieuses, des choses de valeur de la propriété. C'est le coffre-fort en fait. Le coffre-fort, mais aussi les archives. On avait des actes qui étaient signés, des actes importants qui étaient conservés dans un chartrier qui pouvait se situer dans les bâtiments, dans la haute cour évidemment, pour des questions de sécurité. Et donc autour de nous, on a donc un domaine qui est représenté entre autres par l'étang qui est juste derrière nous. Et ce domaine-là est lui-même également de très très grande ampleur. On peut considérer que le domaine lié au château faisait plusieurs dizaines d'hectares. On a eu des recherches qui ont été faites par rapport à ça? Il y a eu des recherches qui ont été faites dans l'environnement du château et nous avons découvert notamment en prospection dans un bois voisin ce qu'on appelle un parc à gibier. Il se présente sous la forme d'un talus et d'un fossé qui enserre une surface de 25 hectares. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et dans cette partie, le seigneur de Montfort pouvait avoir du gibier qui était là en réserve. Et lorsqu'il invitait des amis, il proposait des parties de chasse dans ce parc à gibier. Ça faisait partie des activités liées à un château. Le château, on se l'imagine toujours, du moins la tradition du cinéma nous le montre comme étant une place guerrière, etc. Mais c'est avant tout un domaine économique qui a vraiment des fonctions, qui assoit en fait le pouvoir au sein du territoire. C'est exact. Et autour de ce château, nous avions également un moulin. Un moulin qui était donc lié à l'étang. On pouvait avoir une pêcherie pour alimenter le château en poisson. Le moulin servait évidemment à moudre du grain, un moulin à eau en contrebas.
Et le seigneur faisait payer aux paysans un droit pour faire moudre le grain, ce qu'on appelle le droit de ban. Plus les bois, qui étaient importants quand même à l'époque. Le bois était quelque chose de très important. D'une part pour se chauffer, évidemment, mais aussi pour les constructions. Oui. On voit des constructions en pierre, mais il faut penser à toutes les parties en bois, des bâtiments annexes, les poutres qui supportaient les planchers. Donc le bois était vraiment très important à cette époque. Devant nous, il y a 17 mètres plus bas l'étang de Boutavant. Au fond, là-bas, la digue où était construit le moulin qui a disparu depuis. De l'autre côté de l'étang, il existe un toponyme, les Garennes. Les Garennes étaient des buttes de terre et de pierre aménagées pour le petit gibier, tel les lapins. Il y a des sondages de prévus par la suite qui nous permettront d'en savoir un peu plus. L'objectif des sondages qui ont été réalisés et du sondage à venir qui aura lieu à la fin de cette année, l'objectif est de mettre en évidence les murs du château pour les restaurer. Pour l'instant, il n'est pas prévu de faire une fouille approfondie qui permettrait vraiment d'avoir beaucoup plus d'éléments sur la vie du château. Donc le mystère va rester un peu entier encore pour quelques temps. Effectivement. Voilà, ici se termine notre balade au XIIIe siècle. Il faut noter que le site est ouvert au public toute l'année, il est gratuit, il est vraiment très très beau, il est remarquable également par d'autres aspects, l'aspect de sa biodiversité et également de la richesse de la flore qui l'entoure. André, merci beaucoup de nous avoir accompagnés lors de cette balade médiévale. Nous avons passé un excellent moment avec vous et nous nous reverrons peut-être d'ailleurs sur d'autres sites à venir.